Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grandeur Nature. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, on parle ici de randonnée, de trek de plus longue durée, de matériel, de trucs et astuces. C'est donc ce qu'on va faire aujourd'hui en parlant des principaux dangers de la randonnée. Non pas pour vous effrayer, mais tout simplement pour vous informer. Et à mon avis, la connaissance de ces différents dangers que l'on pourrait rencontrer en font la meilleure prévention possible. Pour situer un petit peu les choses, je n'ai pas de formation médicale, que les choses soient claires. Je tiens simplement à répertorier un petit peu les dangers que l'on pourrait rencontrer. Certaines de ces situations, je les ai connues, ou disons, en tout cas, j'en suis conscient et j'y fais attention lors de mes propres randonnées. Outre les accidents que l'on ne peut éviter dans la montagne parce que c'est un milieu dangereux et parce que c'est la vie et parce que voilà, on a chacun des destins et des choses que l'on doit rencontrer dans sa vie, mais il y a beaucoup d'accidents qui sont dus à une méconnaissance du terrain, une méconnaissance du matériel ou des conditions de climat, de météo, les changements brusques en montagne, ce genre de choses. C'est pour ça que je trouve important ou essentiel de pouvoir tout simplement informer les personnes qui débutent la randonnée. Pour commencer avec un des premiers dangers lorsqu'on est en montagne en randonnée, c'est un mot que l'on entend souvent, qui est peut-être quand même assez méconnu au final de par les choses que j'ai pu entendre. Il s'agit de l'hypothermie. L'hypothermie, c'est une chute de la température du corps. On parle d'hypothermie à partir de 35 degrés, au lieu de nos environ 37 degrés corporels. Si cet état d'hypothermie n'est pas pris en charge rapidement, si la situation n'est pas modifiée rapidement, on peut avoir une situation qui devient vraiment grave, voire un décès. C'est donc quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Cette situation de chute de la température du corps provient de différents facteurs. Un des facteurs va être l'exposition à un environnement froid extrême. Donc là, ça peut être assez rapidement. On parle de blizzard, de moins 30, d'environnement vraiment glacial, très violent. Et là, ça peut être assez rapidement des histoires de quelques minutes, suivant le lieu où on se trouve. Donc ça peut être une des causes vraiment de chute brutale de la température du corps. Un deuxième facteur qui est peut-être un petit peu plus courant, c'est l'exposition prolongée à des températures froides. Par exemple, en étant dans un logement ou une cahute ou quelque chose qui est dépourvu de chauffage, et puis en étant toujours avec un sentiment de froid, mais sur une longue période, on peut arriver aussi à l'hypothermie. Si on n'a pas assez de moyens pour se réchauffer, d'habillement, de feu, de chauffage, enfin voilà, de méthodes, disons, pour corriger cette situation critique. Si on y reste trop longtemps, au bout d'un moment donné, même pas forcément avec une température extrêmement négative, mais à l'exposition prolongée du froid, on peut arriver en effet d'hypothermie. Un autre facteur peut être aussi par exemple la chute en eau glacée. Si vous voulez franchir un torrent en hiver, il y a un pont de neige, vous ne l'avez pas vu, vous tombez dedans, vous êtes trempé, glacé. Là, ça peut être un facteur aggravant. Ou alors pire, on va dire, de tomber dans un lac avec la glace qui se rompt et d'être instantanément plongé dans de l'eau glacée. Ça peut être un choc thermique, ça c'est la première chose. Et puis les conséquences directes assez rapides peuvent être justement une hypothermie, ou vont être, presque on va dire plutôt carrément. Ça veut dire que là il faut une prise en charge et une maîtrise de la situation qui soit hyper rapide. Il faut absolument se dégager de ses habits, pouvoir se réchauffer, mettre des habits secs, être à l'abri, etc. Donc c'est des situations extrêmes bien sûr, mais qui peuvent arriver suivant dans quel milieu on se trouve. Et puis ensuite, il y a un phénomène, je dirais, qui peut-être est plus courant parce qu'il est plus facilement accessible. Tout le monde ne va pas forcément faire des randonnées au fin fond de la Sibérie ou du skidoo sur des lacs gelés ou, voilà, ou traîner dans des températures à moins 30 ou à moins 20. Mais justement, il n'en faut pas autant que ça toujours pour rentrer en état d'hypothermie. Et une des grosses raisons de soucis en montagne pour des personnes qui ne sont pas bien équipées ou pas assez bien préparées, qui manquent de connaissances,
C'est l'hypothermie qui est due à un habillement insuffisant. Par exemple, de randonnée en été, donc les personnes partent avec un petit sac à dos, tranquille, ouais, ça marche, t-shirt, il fait très chaud en plaine, etc. On va passer un col, tranquille. On s'est mal renseigné avec la météo, on arrive en haute montagne, on peut être à 2005, des choses comme ça, et le temps peut tourner très rapidement en montagne. C'est pas rare que même en juillet, vous puissiez avoir tout à coup de la neige qui vous arrive dessus, de la grésille, de la pluie. Et à cette altitude, même en plein été, la température peut chuter brusquement, le vent se lève, il y a de la pluie, c'est de l'eau froide. Vous êtes en t-shirt, vous êtes mal préparé et même avec une petite veste de pluie, si on n'a rien dessous, ça peut être à des moments un petit peu craignos. Il suffit que vous vous égariez un petit peu, s'il y a tout à coup il y a du brouillard, on est dans les nuages, on ne voit plus très bien où on est, on peut assez rapidement arriver dans des situations qui sont difficiles. Il y a des cas, il y a des cas chaque année de personnes qui décèdent, qui meurent de froid, d'hypothermie, par un mauvais équipement, qui se sont égarés, ou pas forcément, simplement parce qu'on ne tient pas le coup en t-shirt ou juste avec une petite chemise comme ça. Si on est mouillé, qu'il a plu, qu'on est perdu, on a faim, on est fatigué, il y a du vent et tout, ça peut aller assez rapidement, c'est sûr. Même avec, sans forcément avoir des conditions extrêmes de météo, de neige ou de choses comme ça, avec des vêtements mouillés, par exemple des choses en coton qui sèchent mal, et du vent, avec le phénomène d'évaporation de la transpiration sur le coton, le vêtement nous refroidit, enfin, ça peut être vite compliqué et puis ça peut justement nous pousser dans une baisse de température du corps qui peut être dangereuse si on n'a pas un changement rapide de situation ou une prise en charge par quelqu'un qui nous aide, qui nous fournit des vêtements ou des choses comme ça. Il est aussi important de savoir que les personnes âgées ou les enfants en bas âge sont plus touchés par ces phénomènes d'hypothermie. Le phénomène est que leur corps a plus de difficultés à s'auto-réguler dans ces situations un peu extrêmes. Donc il faut faire particulièrement attention à ça. On va parler maintenant des différentes possibilités que l'on a pour contrer ce phénomène d'hypothermie dont on vient de parler maintenant. Et ensuite, je continuerai à vous énumérer les différents autres dangers que l'on peut rencontrer. Lorsque l'on est en situation d'hypothermie, il faut réagir rapidement. Rester planté là en boule apeuré, ça ne va pas vous aider. Il faut vraiment réagir rapidement. C'est une prise en charge qui doit être rapide. Il faut avoir des bons réflexes et puis se bouger. Bouger, justement, c'est une des choses principales. On parle souvent de ces situations où n'arrête pas de marcher. C'est des choses qui sont très très importantes pour que le corps continue à se réchauffer lui-même. Il faut pouvoir créer de l'énergie. On bouge, en faisant bouger les muscles, les mains et tout, etc. On crée de la chaleur. Donc ça, c'est assez important. Maintenant, suivant la situation, vous ne pouvez pas forcément bouger parce que vous êtes dans un terrain trop compliqué, parce que le brouillard est apparu, vous ne savez pas où vous êtes. Mais si ce n'est de pouvoir bouger pour rejoindre la cabane, la plaine et des choses comme ça, au moins bouger sur place, sautiller, faites des allées et venues sans transpirer, sans courir à fond, mais il faut continuer à être en mouvement. Si vous n'avez rien pour vous protéger, c'est le seul moyen que vous avez pour pouvoir rester en vie et puis rester chaud. Maintenant, si vous êtes un petit peu plus préparé, vous allez peut-être avoir une couverture de survie. Alors, dans une vidéo précédente que j'avais publiée, je parlais des choses que je ne prends plus en randonnée en autonomie parce que j'ai avec moi du matériel, sac de couchage, tente, des choses comme ça qui me permettent de me protéger de l'hypothermie en cas de problème. Par exemple, de m'emballer tout dans mon sac de couchage et en plus, par-dessus moi, de mettre toute ma toile de tente pour me protéger des intempéries, pour que le sac de couchage reste au sec. C'est pour cela que je ne prenais pas de couverture de survie. Par contre, dans une randonnée à la journée, surtout dans des petits périples où on n'a pas de tente, pas de sac de couchage, pas d'autre protection que les habits que l'on a sur nous, une couverture de survie est vivement recommandée parce qu'elle permet justement dans ce moment-là de pouvoir couper, de pouvoir faire
quelque chose pour maintenir le corps au chaud et se sortir de l'hypothermie, ou du moins, disons, stabiliser son état pendant un moment jusqu'à l'arrivée des secours. Je profite pour dire qu'il y a un sens pour les couvertures de survie, que dès le moment où l'on veut rester au chaud, on va chercher à garder notre propre chaleur, donc on va mettre le côté argenté contre soi. C'est ça qui va réfléchir la chaleur du corps pour la garder contre nous. Et puis dans l'autre sens, si on est en hyperthermie, lors d'insolation, de coups de chaleur en plein cagnard, en plein soleil, on va faire l'opposé, on va mettre le côté argenté à l'extérieur qui va permettre de réfléchir les infrarouges, les rayons du soleil, pour pas nous rendre encore plus chaud que l'on ne l'est, et du coup on aura le doré contre nous. On va chercher à changer rapidement notre milieu. Si on est justement en montagne, on va chercher à trouver un endroit le plus chaud possible. Ça peut être à l'abri d'un rocher, ça peut être redescendre dans la couverture de la forêt, ça peut être trouver une grotte, une cavité, une cabane, un abri de fortune, monter notre tente, enfin voilà, se débrouiller de faire tout ce que l'on peut pour se faire un cocon pour se protéger du froid. Dans la même idée de toujours bouger, on va chercher aussi à ne pas s'endormir. Le problème du froid, c'est que le sang va se concentrer en fait dans les organes vitaux, il va quitter gentiment les extrémités, les mains, c'est pour ça qu'on a froid au bout des mains, des doigts, les pieds et compagnie. C'est les premières choses d'ailleurs qui gèlent à l'extérieur, c'est les extrémités du corps. Le sang se concentrant donc dans les organes vitaux, et puis il va même y avoir une mise au repos du corps qui va être aussi demandée, dans le sens où on va avoir tendance à s'endormir dans ces situations-là, et c'est une situation qu'il faut éviter parce qu'on peut ne pas se réveiller. Donc le but, c'est de contrecarrer ce manque de chaleur en bougeant pour faire revenir la circulation sanguine, pour rester actif, ne pas s'endormir. Il faut se faire violence et c'est quelque chose d'important. Ensuite, on a des actions extérieures, si on veut, que l'on peut faire pour se réchauffer. C'est déjà manger des choses qui soient caloriques, du sucre, des céréales, des barres de céréales, des choses comme ça, qui nous permettent d'avoir de l'énergie à brûler pour justement continuer à se réchauffer. Et aussi, si possible, de boire des boissons chaudes, du thé, des choses comme ça, ou simplement de l'eau chaude que l'on arrive à réchauffer avec un réchaud, ou voilà, éventuellement faire un feu, comme on a dit, pour avoir une chaleur. Voilà, tout ce qui est possible de corriger la situation difficile dans laquelle on est. Il y a des choses par contre qu'il ne faut pas faire et qui sont des vieilles recettes ou légendes. Par exemple, tout ce qui concerne boire de l'alcool pour se réchauffer, c'est quelque chose qui est totalement déconseillé parce que la notion de chaleur, elle vient plutôt du psychisme, du réconfort psychique. Je vais boire un petit coup pour me réchauffer, ou de la sensation de l'alcool fort qui descend dans la gorge et compagnie, ça brûle. Le problème, c'est que l'alcool fait l'effet contraire, je ne sais pas exactement comment le dire, mais il réduit la taille des vaisseaux sanguins. Du coup, ça ne nous aide surtout pas à avoir plus chaud, c'est le contraire. Il y a ensuite une chose que l'on doit éviter de faire. On a souvent tendance à se frotter fort pour se réchauffer. Alors, sur les mains, sur les avant-bras, des choses comme ça peut aller de frotter, disons, vite pour réchauffer, ça va faire une friction sur le dessus de la peau, ça va aller. Par contre, que quelqu'un commence à vous masser fort les membres, par exemple les jambes ou des choses comme ça, pour envoyer du sang et faire des massages, c'est très déconseillé parce que ça va créer une dilatation soudaine, beaucoup trop forte des vaisseaux sanguins qui n'est pas suivie par le reste du corps, et puis ça peut donner des chutes de tension, on peut avoir des pertes de connaissance et des choses qui aggravent encore la situation. Donc évitez de faire des massages et des choses comme ça. Il faut plutôt bouger, essayer de bouger les orteils et tout ça, que la personne bouge elle-même, et aussi ne pas prendre un bain chaud, quelque chose comme ça tout à coup, parce que ça peut faire un tel choc thermique qu'on peut avoir d'autres soucis plus aggravants encore. Voilà. Il y a différents stades d'hypothermie, on peut les catégoriser, disons, en 3 zones principales.
De toute manière, je le répète, je ne suis pas médecin. S'il y a une doute, si on n'arrive pas à savoir est-ce que c'est vraiment quelque chose de grave ou pas, le mieux, l'idéal est d'appeler les secours. Donc ça fait aussi partie de la prévention en montagne, d'avoir un moyen, outre les connaissances, de pouvoir appeler ses proches, téléphoner, appeler les secours ou alors une balise. Enfin voilà, il y a différentes méthodes que vous pouvez avoir pour vous mettre en sécurité. Le premier stade qu'on va appeler léger, il sera vers les températures 34-35 degrés et pas plus bas, hein. Là, c'est quelque chose où on va avoir des frissons, de la peine un peu à parler, à la coordination, on n'est pas très bien. C'est ce qu'on pourrait appeler une situation légère d'hypothermie. Mais bien sûr, déjà là, il faut faire très attention, agir rapidement pour sortir. On ne peut pas traîner hein, dans cet état-là. Si vous traînez dans cet état-là, c'est que les conditions extérieures n'ont pas changé, que rien n'a été entrepris et puis on va glisser vers un stade plus grave. Je répète de nouveau, je ne suis pas médecin, j'essaie juste de donner des indications globales. Et puis si vous avez plus de questions, vous souhaitez plus en savoir par rapport à l'hypothermie, ou exactement qu'est-ce qu'il faut en faire, eh bien, vous demandez à votre médecin, comme ça vous donnera les justes choses à faire. Là, j'ai juste réuni en fait des conseils, des conditions et des descriptions médicales de l'hypothermie et des choses que l'on peut faire pour essayer de contrer tout ça. Ensuite, vers 34-32 degrés, on a l'hypothermie qu'on va dire moyenne à forte, qui va cette fois amener des symptômes plus forts, des convulsions, des tremblements forts, des plus gros problèmes de diction. La personne n'arrive pas à parler, elle peut avoir des hallucinations, des choses bizarres. La coordination des gestes du pas n'est plus là. Enfin voilà, c'est une situation qui s'aggrave. De nouveau, là, on est dans des choses qui sont graves et pour lesquelles il faut vraiment pouvoir appeler les secours. C'est le premier truc qu'il faut faire, mais surtout corriger, mais drastiquement, les conditions. Il faut réchauffer la personne, il faut qu'elle se réchauffe, il faut trouver un moyen de pouvoir sauver la personne. Le troisième stade, c'est le stade vraiment critique. C'est un stade où la personne risque de perdre la sensation du froid. On est en dessous on est au 32 et moins température corporelle. Elle va perdre la notion du froid, c'est-à-dire qu'elle va perdre la notion du danger. On peut aussi avoir l'arrêt des tremblements. Soudain, la personne voilà, arrête de trembler, elle a plus froid. Ça veut dire qu'on a un stade plus bas. Donc c'était une situation tout à coup étonnante et pourtant on est dans une situation très grave. La perte de conscience, l'endormissement et on a aussi l'arrêt cardiaque qui peut arriver dans cet état-là. Donc bien sûr, on peut passer directement hein, d'une situation saine à un cas grave, critique, où le pronostic vital est engagé, sans vraiment d'étape intermédiaire, parce que ça a été un choc très violent, tomber dans une eau glacée, et puis on ressort, et puis il fait -10, et puis voilà, si on n'agit pas, ça va être très rapide. Ou alors, ben, comme on l'a vu, des expositions sur plus long terme qui gentiment nous amènent à un état critique parce qu'on n'a pas réussi à casser ce crescendo, ce décrescendo, disons, vers le cas grave. Ensuite, on a l'opposé, la chaleur qui peut être source de problèmes graves aussi. On va faire disons, la différenciation entre un coup de chaleur, quelque chose qu'on aura eu, où on a pris un peu trop sur la tête et puis on n'a pas assez bu. Donc, ça peut relativement rapidement se résoudre en s'hydratant vraiment fort, en se mettant à l'ombre, en se rafraîchissant avec de l'eau, en s'allongeant, en se reposant, voilà, au calme, au frais. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à vite basculer. C'est comme pour le froid. Si on reste dans les mêmes conditions, qu'on ne se protège pas du milieu extérieur en corrigeant la situation qui nous amène vers une situation de danger, ça va se dégrader petit à petit et puis on va arriver vers un problème plus sérieux. Donc un petit coup de chaleur, une chose comme ça, on peut l'avoir. Après, on peut aller avoir des insolations graves, donc c'est vraiment cette fois un peu plus fort. On peut donc vraiment être en hyperthermie, le corps passe les 40 degrés, la température corporelle, on a des vomissements, des crampes, des hallucinations, on peut avoir des troubles comportementaux, des maux de tête très forts. Voilà, on parle vraiment d'insolation très sévère et de problèmes qui peuvent amener à la mort. Donc de nouveau, on cherche à corriger tout ça,
se mettre à l'ombre, s'hydrater, se mettre au frais, se faire du bien, se reposer, se gicler. De nouveau, dans ces situations-là, s'il est possible de le faire, appeler les secours, appeler des urgences pour avoir une prise en charge médicale, c'est vraiment l'idéal, mais c'est pas toujours possible, donc il faut vraiment faire au mieux. Comme pour le froid, il fallait mettre la personne au chaud et le réchauffer. Eh bien, pour le chaud, ça va être l'opposé, la mettre au frais, s'hydrater beaucoup. Voilà. Bien sûr, ça peut être un problème quand on est dans un milieu où il y a peu d'eau. Il faut faire au mieux, mouiller une serviette là, la mettre sur le visage, sur la tête pour avoir du frais, aérer la personne, enlever les habits, pas avoir trop chaud et toutes ces choses-là. On peut aussi mettre une couverture de survie avec le côté argenté à l'extérieur sur la personne pour la protéger du soleil. Ça va renvoyer les rayons du soleil pour éviter qu'elle se surchauffe encore plus. Voilà ce qui concernait le danger de l'hypo et l'hyperthermie, disons globalement résumé bien sûr. Je vais séparer en deux cette vidéo pour que ce soit un petit peu plus digeste et moins long. Et d'ici quelques jours, je publierai la suite de cette liste des différents dangers sur la randonnée. Merci beaucoup d'avoir suivi. Si ça a pu vous aider, vous informer, un petit like, ça me soutient beaucoup pour la chaîne. Et à tout bientôt pour la suite. Et surtout, prudence en randonnée, protégez-vous bien, renseignez-vous bien de la météo et de toutes les conditions dans lesquelles vous allez aller, ainsi que le matériel qu'il est important d'emporter en randonnée. Vous trouvez aussi sur cette chaîne différentes infos, des conseils, les choses à ne pas oublier par exemple pour partir en randonnée, qui forment disons un équipement de base pour se lancer dans ses premières aventures ou les premiers bivouacs, etc. J'espère que vous trouvez des vidéos qui vous seront utiles et puis je vous souhaite bon visionnage et surtout de bonnes randos. Ciao, bye bye.